Voici la traduction intégrale et fidèle du texte en français, respectant 100% de son contenu et de son style, sans aucun résumé. Le vent tranchait les rues désertes du quartier financier lorsque le millionnaire Lorenzo Duarte sortit de l'ascenseur en verre du 42e étage. Sa montre en or indiquait 7h20, une heure où la ville semblait retenir son souffle avant de plonger dans la nuit. Dehors, les lumières des gratte-ciel s'allumaient une à une, se reflétant sur les vitres de l'immeuble corporatif. Lorenzo marchait d'un pas assuré, accompagné de ses 4 gardes du corps, des hommes entraînés à détecter le danger dans chaque ombre. Pourtant, aucun d'eux ne remarqua la petite silhouette qui les observait depuis l'extrémité du hall. C'était une fillette d'environ 7 ans, portant une robe rouge délavée et tenant un petit carnet entre les mains. Ses cheveux noirs tombaient sur son visage, et ses yeux suivaient chaque mouvement du groupe avec une attention troublante. Lorsque le millionnaire franchit le seuil vers la sortie, elle avança d'un pas, hésita, puis parla d'une voix qui résonna comme un écho inattendu dans l'immense hall. « Monsieur, dit-elle presque tremblante, ne montez pas dans votre voiture. » Les gardes se tournèrent immédiatement, leurs mains s'approchant des armes sous leurs vestes. Lorenzo leva une main pour les arrêter, déconcerté par la sérénité avec laquelle la fillette le regardait. Son visage, endurci par des années de négociations et de décisions à plusieurs millions, afficha une expression de perplexité sincère. « Qu'as-tu dit, petite ?» demanda-t-il en s'approchant d'un pas. La fillette serra le carnet contre sa poitrine. « J'ai entendu ce qu'il disait, en chinois. Il parlait de la voiture, du moteur, d'une explosion. Ne montez pas, s'il vous plaît. » Un silence pesant s'abattit. L'un des gardes laissa échapper un petit rire nerveux, mais Lorenzo ne se joignit pas à lui. Il avait passé trop de temps dans le monde des affaires pour ignorer le ton d'un avertissement sincère. « En chinois ?» répéta-t-il, haussant un sourcil. « Tu es sûr de ça ?»« Oui, » répondit la fillette avec une fermeté qui ne correspondait pas à son âge. « Ils ont dit que lorsqu'on la démarrerait, tout serait couvert de fumée, que personne ne saurait qui c'était. » Les gardes échangèrent des regards tendus. Lorenzo observa la fillette avec attention, cherchant à discerner s'il s'agissait d'une coïncidence ou d'un piège. Il connaissait les rudiments du chinois, assez pour mener des affaires avec ses partenaires asiatiques, et savait que la prononciation était difficile même pour les adultes. Mais les yeux de cette petite n'exprimaient aucun mensonge, seulement de la peur. « Comment comprends-tu le chinois, petite ?» demanda-t-il en baissant la voix. « Ma grand-mère me l'a appris, » répondit-elle sans hésiter. « Elle a vécu là-bas pendant des années. Moi, je ne fais que traduire ce que j'ai entendu. » Le millionnaire prit une profonde inspiration. Une goutte de sueur glissa sur sa tempe. Derrière lui, les gardes feignaient le calme, mais leur corps tendu les trahissait. L'air devint lourd, presque irrespirable. « Dis-moi exactement ce que tu as entendu, » demanda Lorenzo. La fillette ferma les yeux, répétant les mots avec soin, imitant l'accent qu'elle avait entendu. Lorenzo pâlit. Il reconnut des phrases parlant de moments précis, de dispositifs et de bruit contrôlé. Ce n'était pas une plaisanterie. Il regarda ces hommes avec un mélange de colère et de méfiance. « Sanchez » appela-t-il d'une voix ferme. « Vérifie la voiture. »« Tout de suite. » Fait comme si c'était une routine. Sanchez, un homme au visage buriné et au regard loyal, acquiesça et se dirigea vers le parking d'un pas mesuré. Les autres gardes restèrent en position, mais quelque chose dans leur expression avait changé. L'un d'eux murmura quelque chose à voix basse, trop bas pour que le millionnaire l'entende, mais la fillette comprit. « Il dit que c'est trop tard, » chuchota-t-elle, ses mains tremblantes, « que vous ne pourrez pas échapper. » L'estomac de Lorenzo se noua. Tout à coup, tout s'imbriquait. La réunion inattendue, les appels étranges de ce matin, les regards fuyants dans l'ascenseur. Tout se transformait en un réseau de trahisons soigneusement tissé. « Sais-tu ce que tu dis, petite ?» dit-il, tentant de garder son sang-froid. « Oui, » répondit-elle avec la même conviction, « et je sais que si vous ne me croyez pas, vous mourrez. » La phrase le frappa de plein fouet. Cette fillette ne cherchait ni argent, ni attention, ni gloire. Elle parlait simplement parce qu'elle connaissait la vérité. Lorenzo sentit le sol vaciller sous ses pieds. Il recula d'un pas, regardant vers le couloir menant au garage. Une minute plus tard, la voix de Sanchez résonna dans le communicateur. « Monsieur, j'ai trouvé quelque chose, »
dit-il à voix basse. Ne touchez à rien. Il y a un dispositif relié au démarrage. Lorenzo ferma les yeux. Son cœur battait avec une rage contenue. Il se tourna lentement vers ses gardes. « Qui a vérifié le véhicule cet après-midi » demanda-t-il. « Moi, monsieur » répondit l'un d'eux avec un sourire faux. Tout était en ordre. « Alors explique-moi pourquoi mon homme de confiance vient de trouver un explosif sous le capot. » Le garde hésita. Sa main descendit lentement vers sa veste. La fillette avança d'un pas et s'agrippa au bras du millionnaire. « Ne le laissez pas bouger, » dit-elle avec urgence. « Il va sortir quelque chose. » Avant que Lorenzo ne puisse réagir, Sanchez apparut au bout du couloir avec un geste autoritaire, accompagné de 2 agents de sécurité de l'immeuble. « Reculez » ordonna-t-il. « Personne ne bouge. » L'atmosphère explosa en chaos. Les gardes traîtres tentèrent de reculer, mais les nouveaux agents les encerclèrent. Au milieu de l'altercation, Lorenzo croisa le regard de la fillette. Elle lui avait sauvé la vie. Aucun doute là-dessus. Lorsque tout fut terminé, les responsables furent maîtrisés et menottés. L'un d'eux hurlait des insultes en chinois, tandis qu'on l'entraînait hors du hall. La fillette écouta attentivement, son visage pâle mais résolu. « Il dit que ça n'a pas d'importance », traduisit-elle à voix basse, « que d'autres essaieront. » Le millionnaire expira lentement, un frisson parcourant son corps. Des années de pouvoir et de richesse ne l'avaient pas préparé à cette sensation de vulnérabilité. Il s'accroupit pour se mettre au niveau de la fillette. « Tu m'as sauvé la vie », dit-il d'une voix tremblante. Elle le regarda avec timidité, sans détourner les yeux. « J'ai juste répété ce que j'ai entendu. Ma grand-mère dit que se taire face à quelque chose de mal, c'est aussi mentir. » Ces mots le transpercèrent comme une vérité impossible à ignorer. Il avait passé des années entouré de flatteurs et de traîtres, de partenaires qui lui souriaient tout en aiguisant des couteaux dans son dos. Et c'était une fillette qui, sans rien demander, l'avait sauvé. Lorenzo se redressa, ordonnant que le lieu soit sécurisé. Puis, il prit son téléphone et demanda une nouvelle voiture, vérifiée par Sanchez. En attendant, il resta près de la fillette. « Où est ta grand-mère » demanda-t-il doucement. « Dans la rue derrière » répondit-elle. « Elle vend des fleurs devant l'hôpital. » Le millionnaire hocha la tête, pensif. Il y avait dans cette réponse quelque chose qui le touchait plus que n'importe quel discours de ses conseillers. La vie, pensa-t-il, se résume parfois à de petits gestes qui changent tout. Quand la nouvelle voiture arriva, Lorenzo s'arrêta avant de monter. Il regarda la fillette avec un mélange de gratitude et de respect. « À partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas seul, » lui dit-il. « Je te promets que tu auras un avenir. Ce que tu as fait ne sera pas oublié. » La fillette acquiesça, un léger sourire illuminant un instant tout le hall. La voiture démarra lentement, et tandis que le millionnaire s'éloignait, son esprit ne cessait de répéter les mots que cette voix enfantine avait prononcés avec tant de courage. La vérité, comprit-il, ne vient pas toujours des puissants, mais de ceux qui ont encore le courage de parler quand personne d'autre ne le fait. Cette nuit-là, alors que la ville dormait sous un ciel gris, Lorenzo Duarte ne pensait ni au contrat ni aux chiffres, mais à la fragilité du destin. Sans cette fillette, son histoire se serait terminée là, dans le fracas d'une explosion. À l'autre bout de l'avenue, la fillette marchait aux côtés de sa grand-mère, qui la grondait doucement pour s'être éloignée. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de regarder les lumières lointaines de l'immeuble et de sourire en silence. Le destin, pensa-t-elle, se penche parfois vers ceux qui osent écouter. Les jours suivants furent un tourbillon pour Lorenzo Duarte. La nouvelle d'une tentative d'assassinat contre l'un des entrepreneurs les plus influents du pays se répandit inévitablement dans les médias, bien que les détails fussent soigneusement contrôlés. En public, il se contenta de déclarer qu'il s'agissait d'un incident de sécurité, mais en privé, il ne pouvait cesser de penser à la fillette qu'il avait sauvée. Son visage, sa voix, la fermeté de ses yeux le hantaient dans chaque silence. Pendant une semaine entière, il envoya ses hommes les plus fiables à sa recherche. Ce n'était pas difficile. Il suffit de demander dans la rue derrière l'hôpital pour qu'on lui indique une vieille femme aux cheveux blancs qui vendait des fleurs près d'une grille rouillée. Lorsqu'il arriva, sa présence imposa le respect parmi les passants. Vêtu de noir avec un long manteau et des lunettes sombres, son expression n'avait pas l'arrogance habituelle des magnates. Il s'arrêta devant le petit étal de fleurs. « Vous êtes la grand-mère de Sofia » demanda-t-il à voix basse.
La vieille femme leva les yeux, surprise. Ses mains ridées tenaient encore un bouquet de lys. « Sofia ?»« Oui, » dit-elle avec méfiance. « Qui la cherche ?»« Je m'appelle Lorenzo Duarte. Votre petite fille m'a sauvé la vie. » La femme lâcha les fleurs un instant, incrédule. « Vous êtes l'homme de l'immeuble ?» demanda-t-elle, et lorsqu'il acquiesça, son regard s'adoucit. « Elle ne parle que de vous. Elle dit que c'était une journée étrange. » Lorenzo esquissa un sourire. Ce n'était pas un homme de sourire facile, mais cette phrase le toucha. « C'était plus qu'étrange, madame. Sans elle, je ne serais pas là. Je veux vous remercier. » La vieille femme l'observa avec prudence. « Ce n'est pas nécessaire. Ma petite fille n'a fait que ce qu'elle pensait être juste. C'est précisément pour cela, répondit-il. Je veux l'aider. Qu'elle étudie, qu'elle ait une chance. Je n'accepterai pas un refus. » La grand-mère soupira, résignée face à la détermination de l'homme. « Je n'ai pas les moyens de refuser, mais promettez-moi de ne pas la changer. Elle est bonne parce qu'elle croit encore en les gens. Ne lui enlevez pas ça. » Le millionnaire baissa les yeux. Ces mots le frappèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Il avait passé sa vie à construire des murs de méfiance, à se blinder contre la tromperie, et voilà qu'une vieille femme lui demandait quelque chose d'aussi simple que de préserver la bonté. « Je vous le promets, » dit-il avec sincérité. « Tout ce que je veux, c'est m'assurer qu'elle soit protégée. » À partir de ce jour, Sofia commença à fréquenter une école privée grâce à une bourse portant le nom d'une fondation anonyme. Elle ne sut jamais que l'homme qui l'observait de loin, dans une voiture discrète, était celui qu'elle avait sauvé. Mais la tranquillité fut de courte durée. Un mois plus tard, Lorenzo reçut un message crypté sur son téléphone personnel. « Nous savons que vous avez survécu. Vous n'auriez pas dû vous mêler de ça. Tous n'ont pas été capturés. » Le passé, pensa-t-il, n'était pas terminé. Il appela Sanchez immédiatement. « Je veux chaque détail sur les hommes arrêtés, » ordonna-t-il. « Quelqu'un a-t-il parlé ?» Sanchez secoua la tête. « Non, monsieur. 3 d'entre eux gardent un silence absolu, mais l'un d'eux a disparu pendant le transfert. » Lorenzo fronça les sourcils. « Comment ça, disparu ? Le fourgon a été intercepté. Une attaque précise. Il n'en reste aucune trace. » Le millionnaire comprit que la menace était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement une tentative isolée, mais une partie d'un réseau qui s'étendait au-delà de ses entreprises. Il savait trop de choses sur les contrats internationaux, sur les transferts et les accords qui frôlaient les limites de la légalité. Quelqu'un de puissant voulait l'éliminer. Cette nuit-là, tandis qu'il examinait des documents dans son bureau, le souvenir de Sofia revint à son esprit. Il ne pouvait pas l'impliquer, mais il savait que si elle avait été capable d'entendre cette conversation en chinois, elle avait peut-être vu ou compris plus qu'elle ne le pensait. Il prit le téléphone et appela Sanchez. « Trouve-la. Assure-toi qu'elle soit en sécurité. » Quand Sanchez arriva dans le quartier, il trouva Sofia à la petite boutique de fleurs avec sa grand-mère. Il lui expliqua que M. Duarte voulait la voir. La fillette le reconnut immédiatement et accepta de monter dans la voiture sans crainte. Pendant le trajet, Sanchez tenta de lui expliquer que le monsieur avait encore besoin de son aide, mais elle se contenta d'acquiescer en silence. En arrivant à la demeure de Lorenzo, la fillette resta bouche bée. Elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grand. Du marbre blanc, des escaliers interminables, des tableaux anciens. Le millionnaire la reçut en personne, ce qu'il ne faisait avec personne. « Sofia, dit-il d'une voix douce, j'ai besoin que tu te souviennes de cette nuit-là, tout ce que tu as entendu. » Elle fronça les sourcils, s'efforçant de se rappeler. Ils parlèrent d'un envoi, de quelque chose qui devait quitter le pays sans que personne ne s'en aperçoive. Ils ont mentionné un nom, Zhao, je crois. Lorenzo se pencha en avant. « Zhao » répéta-t-il surpris. « Ce nom apparaît dans mes contrats avec l'entreprise orientale. » Sanchez intervint. « Monsieur, si c'est vrai, alors la conspiration vient de l'extérieur. Ce n'étaient pas seulement des gardes, c'étaient des intermédiaires. » Lorenzo hocha la tête. Tout prenait sens. L'explosion n'était pas seulement une tentative d'assassinat, c'était un avertissement. Les jours passèrent, et pendant que les investigations secrètes de Sanchez avançaient, Sofia et sa grand-mère furent discrètement transférées dans une maison sécurisée. Lorenzo rendait souvent visite à la fillette, toujours avec la même combinaison de gratitude et d'affection. « Sais-tu pourquoi j'ai confiance en toi, Sofia ?» lui demanda-t-il un après-midi. «
Parce que je n'ai pas peur de dire la vérité, répondit-elle sans hésiter. Le millionnaire sourit. Exactement, et cette vérité vaut plus que tout l'or que je possède. Mais le calme se brisa à nouveau. Une nuit, l'électricité de la maison fut coupée. Sanchez, qui montait la garde, détecta des mouvements à la périphérie. Les hommes qui s'étaient échappés étaient revenus, déterminés à achever ce qu'ils avaient commencé. Lorenzo réagit immédiatement. Il prit la fillette par la main et la cacha derrière le bureau. « Quoi qu'il arrive, ne bouge pas », lui dit-il d'une voix ferme. Les coups de feu résonnèrent à l'extérieur. Le chaos revint, mais cette fois, Lorenzo n'était pas une victime apeurée. C'était un homme déterminé à protéger. Sanchez repoussa les assaillants avec l'aide des agents de sécurité et après plusieurs minutes, le silence revint. 2 hommes furent arrêtés, mais l'un d'eux s'échappa par l'arrière du jardin. Sofia, depuis sa cachette, entendit à nouveau des conversations en chinois. « Il a dit quelque chose », murmura-t-elle lorsque Lorenzo vint la chercher, « que le chef ne s'arrêtera pas tant que vous n'aurez pas payé ce que vous lui avez volé. »« Volé » répéta Lorenzo, perplexe. « Qu'est-ce que j'aurais pu leur voler ?» Quelques jours plus tard, la vérité éclata. L'entreprise avec laquelle il avait signé des accords internationaux utilisait son nom pour déplacer de l'argent illicite. Lorsqu'il avait tenté d'annuler les contrats, il l'avait remarqué comme un traître. Il voulait le réduire au silence avant qu'il ne parle. Le millionnaire comprit alors que son salut n'avait pas été un coup de chance, mais le début d'une rédemption. Il décida de livrer toutes les informations aux autorités internationales, même en sachant qu'il mettait son empire en péril. « Je préfère tout perdre plutôt que de vivre dans la peur », dit-il à Sanchez. Le jour où il se présenta devant la presse pour révéler la conspiration, Sofia et sa grand-mère le regardèrent à la télévision. La fillette sourit en entendant ces mots. Ne sous-estimez jamais la voix d'un innocent, car parfois, il voit ce que les adultes refusent d'accepter. Quelques semaines plus tard, lorsque l'affaire fut résolue et les responsables capturés, Lorenzo retourna à la petite boutique de fleurs. Il n'arriva pas avec des gardes du corps, ni en costume coûteux. Il portait simplement un bouquet de lys, les mêmes que la grand-mère vendait ce premier jour. « Ces fleurs sont pour vous, » dit-il en posant le bouquet sur la table, « et cet endroit vous appartient. Je l'ai acheté pour que personne ne vous dérange. » La grand-mère le regarda, les yeux humides. « Vous n'aviez pas à faire ça. »« Si, je devais, » répondit-il, « parce que, sans votre petite fille, je n'aurais pas appris à vivre. » Sofia l'enlaça sans dire un mot. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Lorenzo Duarte ressentit quelque chose que l'argent ne lui avait jamais donné. La paix. Le soleil déclinait sur la ville, tandis que les 3 restaient en silence, écoutant le murmure lointain de la circulation. Le millionnaire pensa à tout ce qu'il avait perdu, des associés, des contrats, du pouvoir, mais aussi à ce qu'il avait gagné, la certitude que la vérité ne s'achète pas, et que le courage peut venir de là où on s'y attend le moins. Cet après-midi-là, alors qu'il s'éloignait à pied sans escorte, il leva les yeux vers le ciel et se rappela la phrase que Sofia lui avait dite la première fois. « Ma grand-mère dit que se taire face à quelque chose de mal, c'est comme aider à ce que ça arrive. » Et il comprit que c'était la leçon qui l'accompagnerait jusqu'à la fin de ses jours. Cette traduction conserve l'intégralité du texte original, son style, ses détails et son ton, tout en respectant les nuances émotionnelles et narratives,